Bonjour, aujourd'hui on va parler de comment lutter contre le chômage. Je suis Alexandra Roulet, je suis professeure d'économie à l'INSEAD, mais je fais en parallèle des recherches en économie, principalement sur le marché du travail, et je travaille beaucoup en collaboration avec Pôle emploi sur ces questions. Donc pour ce chapitre, nous avons 5 objectifs d'apprentissage. On va commencer par le premier, savoir définir le chômage et le sous-emploi et connaître les indicateurs du taux de chômage et du taux d'emploi. Donc quand on parle du chômage, on entend souvent beaucoup de chiffres, ce n'est pas toujours les mêmes, ce n'est pas forcément facile d'y voir clair. Donc on va essayer dans ce chapitre de bien définir qu'est-ce que c'est que le taux de chômage, qu'est-ce que c'est que le taux d'emploi et d'avoir une réflexion un peu critique aussi sur ces mesures. Donc si vous regardez sur ce graphique, vous voyez en haut la population totale. Disons que c'est la population en âge de travailler. Généralement, on considère les 15-64 ans. Parmi toutes les personnes qui ont entre 15 et 64 ans, on peut d'abord les distinguer en deux groupes. Les actifs, ici, et les inactifs, ici. Qu'est-ce qui les distingue? Eh bien, les actifs, ce sont soit les personnes qui sont en emploi, ce qu'on appelle la population active occupée, soit les personnes qui ne sont pas en emploi, mais qui aimeraient être en emploi et cherchent un emploi, ce sont les chômeurs. Les inactifs, à l'inverse, c'est des gens qui ne sont pas en emploi, mais qui ne désirent pas être en emploi et qui ne cherchent pas un emploi. Par exemple, les étudiants, par exemple, les pré-retraités, par exemple, les personnes tout simplement qui ne travaillent pas et ne souhaitent pas travailler, ne sont pas à la recherche d'un emploi. Donc, pour être encore plus précis, comment est-on sûr d'être dans la catégorie chômeur, la catégorie en rouge dans ce graphique? Alors, il y a le Bureau international du travail, le BIT, qui a défini 3 critères pour être considéré comme chômeur, et c'est les critères que retient l'INSEE. L'INSEE, c'est donc l'Institut statistique en France qui est en charge de produire les statistiques sur le taux de chômage. Donc ces 3 critères, c'est être sans emploi. Alors qu'est-ce que ça veut dire être sans emploi? Eh bien, dans cette définition, ça veut dire pas plus de 1 heure de travail rémunéré dans la semaine. Donc ça veut vraiment dire pas travailler du tout. Être disponible pour travailler dans les 15 jours, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ne pas être malade, par exemple, ne pas être en formation, ne pas être en congé maternité ou certains cas de figure où on est sans emploi mais on n'est pas disponible pour travailler. Et enfin, être à la recherche effective d'un emploi, ça veut dire faire des actes qui correspondent à la recherche d'un emploi, avoir envoyé par exemple des candidatures, avoir consulté des sites d'offres d'emploi, etc. Donc l'INSEE fait des enquêtes auprès d'échantillons représentatifs de la population et demande aux gens: est-ce que vous avez travaillé dans la semaine précédente? Est-ce que vous êtes disponible pour travailler? Est-ce que vous êtes à la recherche effective d'un emploi? Et si ces 3 critères sont validés, la personne est comptabilisée comme étant au chômage. Donc, une fois qu'on a ces chômeurs, au sens du BIT ou de l'INSEE, si on rapporte ce nombre de chômeurs à la population active, on obtient le taux de chômage. Pour reprendre ce graphique ici, le taux de chômage, ça va être les chômeurs en rouge, ici, divisé par la population active. Donc, c'est une définition qui laisse totalement de côté les inactifs. Et qu'est-ce que vous voyez? Là, vous voyez l'évolution temporelle du taux de chômage en France depuis 1980 jusqu'à nos jours. Vous voyez qu'il y a eu une forte augmentation du chômage et à partir des années 90, malgré des fluctuations cycliques, on a en France un taux de chômage assez important, autour à peu près de 9%. Évidemment, il y a des variations. Le taux de chômage est plus important pour les jeunes, moins important pour les personnes qui auraient par exemple 40 ans ou ce genre d'âge, mais ça donne le taux de chômage moyen. Donc ça c'est souvent quand l'INSEE vous dit le taux de chômage en France ce trimestre c'est 9%, ça a baissé d'1 point ou c'est 8%, c'est cette mesure-là qu'il rapporte. Alors maintenant vous entendez parfois aussi des chiffres sur les demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi. Par exemple, Pôle emploi rapporte que le mois précédent, on a 100 000 demandeurs d'emploi en plus en catégorie A.
Alors, qu'est-ce que c'est que tout ça? Eh bien, Pôle emploi a une définition un peu différente de celle qu'on a vue de l'INSEE, du BIT. Pôle emploi, en fait, regarde tous les gens qui sont inscrits à Pôle emploi et distingue 5 groupes. Le premier groupe, c'est la catégorie A. C'est les gens qui sont sans emploi. Et vous voyez que là, sans emploi, la définition est un petit peu différente de la définition du BIT de l'INSEE. C'est que là, il faut avoir pas du tout travaillé dans le mois précédent. Alors que précédemment, on était sur une définition qui disait pas du tout travaillé dans la semaine précédente. Donc sans emploi et qui font des actes de recherche d'emploi, et Pôle emploi est bien placé pour vérifier si les demandeurs d'emploi font en effet des actes de recherche d'emploi. Ensuite, il y a la catégorie B. La catégorie B, c'est des personnes qui sont inscrites à Pôle emploi, qui doivent faire des actes de recherche d'emploi parce qu'elles sont à la recherche d'un emploi stable, mais elles ont quand même une petite activité. Elles travaillent moins de 78 heures au cours du mois. Souvent, ça va être des personnes qui vont cumuler, par exemple, un petit peu d'allocation de chômage et un petit peu de revenus du fait de cette activité réduite. Et ensuite, il y a la catégorie C, c'est des gens qui travaillent plus de 78 heures au cours du mois, mais qui sont quand même à la recherche d'un emploi plus stable, plus rémunérateur, avec plus d'heures éventuellement, etc. Et donc, qui sont en catégorie C. Donc souvent, on entend soit les taux de chômeurs en catégorie A. En France, c'est à peu près, c'est plus de 3,5 millions, c'est environ 3,8 millions en ce moment. Ou alors, on entend la somme de catégories A, B, C, donc à peu près 6 millions en France. Donc c'est quand même beaucoup de gens. Et puis ensuite, il y a ces catégories qui sont D et E. La catégorie D, c'est des gens qui sont sans emploi, mais qui ne sont pas tenus de faire des actes de recherche d'emploi. Ça va être toutes les personnes qui sont en stage, qui sont en formation, qui sont en arrêt maladie, qui sont en arrêt maternité, etc. Donc ça va être des personnes qui sont inscrites à Pôle emploi, qui sont sans emploi, qui vont probablement être à la recherche d'un emploi très bientôt, mais au moment présent, elles ne sont pas tenues de faire des actes de recherche d'emploi parce qu'elles sont dans une autre situation. Et puis catégorie E, c'est les personnes qui sont en fait inscrites à Pôle emploi, mais qui sont en emploi, mais pas forcément un emploi qui va durer très longtemps, c'est pour ça qu'elles sont inscrites à Pôle emploi. Ça peut être par exemple les bénéficiaires des contrats aidés. Donc ça, c'est quelque chose c'est des définitions qui sont assez spécifiques à la France, tandis que la définition du taux de chômage qu'on a vu précédemment, c'est quelque chose qui est beaucoup plus harmonisé internationalement. Mais comme c'est des chiffres qu'on entend souvent, c'est quand même très important de les avoir en tête, d'autant que, comme je le disais, ça concerne quand même beaucoup de Français. Alors maintenant, vous avez peut-être, à mesure que je parlais, vous vous êtes peut-être dit, oui, mais il doit y avoir des cas un peu tangents. Est-ce qu'on peut toujours vraiment bien délimiter les gens en emploi, les gens au chômage, les gens inactifs? Et si vous vous dites ça, vous avez tout à fait raison, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de cas de figure qui sont un petit peu tangents. Par exemple, si vous prenez quelqu'un qui est en catégorie B, c'est-à-dire qui a une petite activité, donc qui ne va pas être considéré comme au chômage à proprement parler, mais pour autant, cette personne n'est pas vraiment insérée dans l'emploi comme elle le souhaiterait. Donc comment est-ce qu'on a raison de la considérer comme un emploi? Pareil, il y a la distinction entre chômage et inactivité peut parfois être difficile. Par exemple, vous avez des chômeurs qui sont découragés, qui ne font plus d'actes de recherche d'emploi. Donc, dans l'enquête de l'INSEE, ils ne vont pas être considérés comme chômeurs parce qu'ils n'auront pas envoyé de CV, ils n'auront pas regardé des sites d'offres. Et pourtant, en soi, ils aimeraient quand même travailler, c'est juste qu'ils sont découragés. Donc, ceux-là, ils vont être classés comme inactifs parce qu'on va dire qu'ils ne sont pas à la recherche d'un emploi. Mais en fait, on voit bien qu'on aimerait quand même les comptabiliser comme chômeurs. Donc, il y a beaucoup de cas de figure qui sont listés sur cette diapositive. On n'a pas besoin de tous passer en revue, mais l'idée, c'est vraiment de comprendre que les frontières sont un peu poreuses. Ce qui fait qu'on a des indicateurs supplémentaires pour essayer de capter un peu ces cas intermédiaires. Le premier, c'est un mot que vous avez peut-être déjà entendu, c'est le halo du chômage. Alors, qu'est-ce que c'est être dans le halo du chômage? L'INSEE décide de classer comme étant dans le halo du chômage toute personne qui est inactive, mais qui désire travailler. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça va être une personne qui est sans emploi et qui, typiquement, ne fait pas d'acte de recherche d'emploi, mais elle aimerait bien quand même travailler. Et donc, cette personne va être classée dans le halo du chômage. Et vous voyez que ça concerne quand même 1,6 million de Français. Donc, il y a quand même beaucoup de gens qui satisfont pas tous les critères très stricts de chômeurs,
mais qui, quand même, sont dans une situation où ils sont sans emploi et ils aimeraient travailler, donc on pourrait quand même dire qu'ils sont assez proches du chômage. Et puis il y a la notion de sous-emploi. Donc ça, c'est typiquement les personnes dont je vous parlais, qui sont par exemple demandeurs d'emploi en catégorie B, etc., qui vont être des actifs occupés, c'est-à-dire qu'ils ont un emploi, mais souvent à temps partiel, et qui aimeraient travailler plus, qui sont disponibles pour le faire. Et donc là encore, on a à peu près 1,5 million de travailleurs qui sont en sous-emploi, c'est-à-dire que oui, ils sont en emploi, ils ont un emploi, mais ils aimeraient travailler plus, et ils pourraient en soi travailler plus, ils sont disponibles, donc on les considère en sous-emploi. Alors, enfin, il y a un dernier indicateur qui est un indicateur vraiment assez intéressant, notamment pour les comparaisons internationales, qui est le taux d'emploi. Donc le taux d'emploi, c'est une approche un peu différente, c'est qu'au lieu, je vais reprendre le graphique initial, vous vous rappelez peut-être que donc, le taux de chômage, c'était chômeurs divisé par population active, et bien le taux d'emploi, c'est population active divisée par population totale. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? L'idée, c'est d'essayer de se dire, bon, finalement, le chômage, l'inactivité, tout ça, c'est assez poreux. En plus, ça peut dépendre des institutions qui sont en place, éventuellement des allocations chômage qui vont inciter plus ou moins les gens à être inscrits à Pôle emploi, effectuer des actes de recherche d'emploi, etc. Donc finalement, autant regarder un indicateur plus simple qui ne prend pas en compte tout ça, qui est juste le nombre de personnes qui sont en emploi divisé par le nombre de personnes dans la population. Par exemple, on peut le faire par classe d'âge ou on peut le faire dans la population totale. Et donc si vous regardez ici, vous voyez en France, donc c'est la ligne rouge que vous voyez ici, ça vous donne le taux d'emploi des personnes de 15 à 64 ans, ça veut dire que 64% des personnes de 15 à 64 ans en France sont en emploi. Et le reste, ils sont soit chômeurs, soit inactifs, mais ça nous évite d'avoir à trancher sur cette question. Et vous voyez que dans l'Union européenne, c'est la courbe bleue, récemment, le taux d'emploi a beaucoup augmenté, et a un petit peu augmenté, et en France, on n'a pas totalement augmenté autant. Et notamment pour les comparaisons entre la France et les États-Unis, c'est souvent intéressant d'avoir le taux d'emploi, parce qu'en France, on a beaucoup de chômeurs, et aux États-Unis, ils ont beaucoup d'inactifs et moins de chômeurs en temps normal, hors pandémie, on va dire. Et donc souvent, on va se dire, oh là là, le taux de chômage aux États-Unis est beaucoup plus faible qu'en France. Mais en fait, si on regarde le taux d'emploi aux États-Unis et en France, il n'est pas si différent. La seule différence, c'est que des gens qui sont classés comme chômeurs en France seraient classés comme inactifs aux États-Unis, par exemple parce qu'il y a plus de chômeurs découragés aux États-Unis.